Mais le plus vraisemblable est qu'on aura une longue période de chaos, suivie d'une puissance, une vague forte de croissance de puissance non étatique. Et je crois beaucoup, malheureusement, à la montée de l'économie criminelle, de l'économie illégale d'abord, puis de l'économie criminelle, qui est en train de prendre une place exponentielle dans l'économie mondiale, l'économie de la drogue, l'économie du sexe, l'économie des armes, des etc. mafias, au fond, oui. Oui. Au-delà de cela, la logique voudrait, un petit peu comme à la fin du XIXe siècle, que le monde ne l'accepte pas, ce crise se ferme, qu'on ait des guerres, qu'on ait une période de fermeture, parce qu'à la fin du XIXe siècle, il y avait aussi cette idée d'une mondialisation qui était en train de réussir, puis on a eu 80 ans de parenthèse. Il est possible qu'on ait 80 ans de parenthèse avec toute une série de dictatures religieuses, idéologiques diverses, et qu'au-delà ou à la place, puisque c'est toujours en général après les guerres et pas à la place des guerres, on voit apparaître une nouvelle architecture mondiale, comme on l'a vu en 1815 avec le Concert des Nations après les guerres napoléoniennes, en 1920 avec la Société des Nations après la Première Guerre mondiale, ou les Nations Unies après la Seconde Guerre mondiale. Il est évident que ça se terminera un jour par un gouvernement mondial équilibré, démocratique, qui mettra en place des règles, qui dominera le système financier et ne sera pas dominé par lui. Tout ça aura lieu. Les plus jeunes dans cette salle le verront, comme il y a une monnaie européenne, il y aura une monnaie mondiale, il y aura un revenu minimal mondial. Tout ça existera. C'est loin devant nous. Et en attendant, on peut s'attendre à une grande période de chaos et une grande période où les deux grands sujets seront pour moi la maîtrise de l'environnement, et évidemment le fait d'éviter de le détruire, et la lutte contre la pauvreté qui, si on poursuit dans les tendances actuelles, va toucher 4,5 milliards de personnes sur 9 milliards en 2050, donc créer par ces deux dimensions une situation révolutionnaire qui, par la guerre ou sans la guerre, aboutira à quelque chose comme une démocratie planétaire. À mon sens, l'humanité va se diviser en 3 catégories. Les nomades de luxe, qui disposeront de tous les outils de la liberté, et dont on vient de parler, y compris de la liberté génétique, de devenir un autre. Ceux-là, ils vont être peut-être 100 à 150 millions, ils auront tous les moyens du mouvement absolu, déraciné, libre, mais la liberté, le déracinement sera un luxe et non pas une souffrance. À l'autre bout, il y aura 5 à 6 milliards de nomades de misère qui seront obligés de bouger de la campagne à la ville, d'une ville à l'autre, simplement pour trouver à manger. Et au milieu, il y aura une catégorie centrale, une sorte de classe moyenne, qui vivra dans l'espérance illusoire de rejoindre les nomades de luxe et dans la terreur réelle de basculer dans l'infranomadisme. Et qui les regardera les uns à la télé dans les journaux qui leur montrent la vie des nomades de luxe, et qui, à la télé, se réjouira de voir le spectacle de la misère des autres en se réjouissant de ne pas en être. Ça, c'est les 3 catégories qui sont en train d'apparaître. La peur, c'est pas quelque chose de forcément mauvais. Dans la phrase du pape « N'ayez pas peur », cette phrase ne m'a jamais convaincu. Parce que si vous n'avez pas peur et que vous foncez face à l'inconnu, prenant des risques inconsidérés, vous êtes suicidaire. La phrase qui me paraît la plus juste, c'est celle qui dit « N'ayez pas peur de vos ennemis ». Ce qui veut dire d'abord connaître vos ennemis. Et donc, avant de parler de la peur, je crois qu'il faut parler de l'analyse de son propre environnement, de l'analyse des raisons d'avoir peur. Et une fois que vous avez fait ces analyses, Joël parlait à juste titre de l'empathie tout à l'heure, j'ai écrit beaucoup de choses sur ce sujet aussi. L'empathie, c'est prendre conscience de ce que pensent les autres pour savoir si les autres vont être des alliés ou des ennemis, faire en sorte qu'ils soient plutôt des alliés que des ennemis. Et à ce moment-là, votre peur peut être un moyen de définir une stratégie face à l'environnement. Mais c'est pour ça que je considère que la peur en elle-même ne doit pas être considérée comme désastreuse. De même, la forme extrême de la peur, qui pourrait être la paranoïa, me paraît une qualité et non pas un défaut. Il faut être paranoïaque, dans certaines limites. Une autre forme de la peur qui me paraît très positive, c'est l'hypocondrie. Il faut être hypocondriaque, parce que si vous ne l'êtes pas, vous allez passer à côté de toutes les maladies que vous pourriez vraiment avoir. Il faut aussi être mégalomane, parce que ça consiste à avoir un projet.
Donc si vous êtes hypochondriaque, mégalomane et paranoïaque, vous avez une petite chance de survivre. Très bien, vous avez fait des beaux exposés, magnifique. Pourquoi faut-il... Vous avez parlé de volonté farouche, Monsieur Attali, pour aider les pauvres, et que vous alliez vous y atteler, Monsieur Attali. Pourquoi faut-il une volonté aussi farouche pour aider les pauvres que pour les maintenir? Parce qu'il faut aussi les maintenir. N'est-ce pas? C'est bien ce que disait M. Arthur Lindsay, le conseiller militaire de M. Truman. Il faut maintenir les forces. Alors, Monsieur Attali, je suis désolé pour les questions. Je suis désolé mais d'abord parce que vous partez, donc voilà. C'était prévu 18h et je vais partir à l'heure où il était prévu, donc vous conclurez sans moi, je m'en excuse, je devrais partir vraiment à l'heure prévue. Sur quoi voulez-vous que je parle?